Syrie d'un côté et Judée, Samarie, Cisjordanie de l'autre. Les fronts ne manquent pas et la tension persiste. De nouveau, un missile sol-air tiré depuis la Syrie a franchi l'espace aérien israélien, a déclenché l'alerte et a explosé dans les airs sans que l'armée israélienne n'ait besoin de tirer un missile intercepteur. Il va falloir décidément s'habituer à ce type d'incident à l'avenir. Et puis, autre région en plein jour à Naplouse, dans une grande ville palestinienne. Les forces d'élite antiterroristes de la police, le Yamam, sont intervenues pour localiser et neutraliser une cellule terroriste et des Tanzim, la branche armée du Fatah responsable de tirs à l'arme automatique. Au bord de l'implosion, l'autorité palestinienne avec à sa tête donc le Fatah. Connaît-il un début d'anarchie? Les services de sécurité palestiniens vont-ils parvenir à enrayer ces violences armées? Les groupes terroristes palestiniens ont d'ores et déjà promis vengeance. Et puis l'armée israélienne a rendu les résultats de son enquête après les tirs à mi-mortels qui avaient conduit au décès des commandants de compagnie Ofek Aaron et Itamar El-Harar. En résumé, un incident qui aurait pu et dû être évité si les soldats avaient respecté les ordres. Toute la chaîne de commandement des Gauses est sanctionnée, écartée pendant 2 ans de toute responsabilité hiérarchique, ce qui est excessivement rare. Le tireur n'aura plus le droit d'exercer dans une unité combattante. Le commandant de ces unités prestigieuses se voit refuser une avancée de grade de lieutenant-colonel à colonel. On écoute le chef d'état-major Kochavi. C'est un incident grave qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est une faille professionnelle, du non-respect des ordres et une erreur grave de jugement. La discipline et le professionnalisme vont de pair. Et si vous les employez, vous serez capable de mener une opération de qualité. Et toute opération, y compris les plus simples, doivent être définies comme une mission qui doit être minutieusement préparée en fonction des risques potentiels. C'est notre devoir, c'est notre rôle, c'est notre devoir auprès des soldats. Nous allons devoir tout remettre à zéro pendant 1 semaine, 7 jours pendant lesquels nous allons tout remettre à plat, réapprendre les bases et la discipline de nos unités, que ce soit au quotidien, pendant les entraînements ou au cours des opérations. Et puis on continue à parler de sécurité avec vous. C'est Anne-Nicole, je vous retrouve depuis le bureau d'i24 News à Paris, non pas à Dubaï, mais bien à Paris. Pourquoi je dis non pas à Dubaï? Parce que les vols sont sur le point Océane d'être arrêtés dans la ville émiratie. Tout à fait. Alors pour l'instant, les vols sont maintenus, mais en effet, d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines, eh bien, il n'y aura plus de vols directs entre Tel Aviv et Dubaï. Alors quelle est la raison, Mathias? Eh bien, ce sont des désaccords qu'il y a entre le Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, et les services de sécurité, cette fois émiratis, puisqu'il y aurait en effet plusieurs manques de sécurité. Et selon le Shin Bet, eh bien, la sécurité, en tout cas les exigences israéliennes eh bien, ne sont pas mises en application aux Émirats Arabes Unis et notamment dans ce fameux aéroport de Dubaï. Et ces règles, eh bien, les règles qu'impose le gouvernement israélien, notamment le Shin Bet, eh bien, ne sont pas respectées du côté des Émirats Arabes Unis, et pour cause, puisque du côté de Dubaï, eh bien, je cite, ces requêtes israéliennes, eh bien, ça constitue une violation de la souveraineté des Émirats Arabes Unis dans cet aéroport donc de Dubaï, et ça pourrait même nuire, selon Abu Dhabi, toujours au fonctionnement de cet aéroport où, on le rappelle, Mathias, il y a quotidiennement des dizaines de milliers de passagers dans cet aéroport. Il y a donc des discussions qui se font depuis plusieurs jours donc entre le Shin Bet et les services de sécurité émiratis. Ça a même pris des grosses proportions puisque Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, a également participé à ces discussions. Il y a également Merav Michaeli qui est la ministre israélienne des Transports, puisque cette crise au sein des vols entre Tel Aviv et Dubaï, eh bien, ça peut très vite prendre des proportions beaucoup plus graves et se transformer en véritable crise diplomatique. Donc pour l'instant, les vols entre Tel Aviv et Dubaï sont maintenus, mais ça devrait être décidé d'ici la fin du mois. Donc d'ici la fin du mois de février, eh bien, on saura, Mathias, si il y aura toujours ou non des vols directs entre Tel Aviv et Dubaï. Alors là vous parlez des vols commerciaux, on va parler des vols éventuellement militaires qui pourraient être mis en danger par le Hezbollah, qui, au nez et à la barbe des renseignements israéliens, déploie son arsenal anti-aérien.
Tout à fait, cette fois ce sont selon des sources de la division des opérations et des renseignements de l'armée israélienne qui ont vu, grâce aux moyens de vidéosurveillance qu'il y a donc notamment le long de la frontière avec le Liban, eh bien ils ont vu des missiles antimissiles du Hezbollah. Ils sont donc stockés dans le sud de Liban. Il y a d'ailleurs des preuves à l'appui, il y a plusieurs photos, plusieurs vidéos dont dispose l'armée israélienne, et on voit aussi le Hezbollah qui disposerait de systèmes de défense aérienne fabriqués par la Russie, et ils auraient aussi des drones qui sont donc toujours stockés dans cette région du sud Liban. Ces missiles évidemment, Mathias, viennent de Syrie et encore après plus loin de l'Iran. Ces missiles n'étaient d'ailleurs pas du tout cassés, ne sont pas du tout cachés, ne sont pas du tout dissimulés et sont finalement à la vue de tous. Ils sont même un petit peu finalement exposés, puisque le Hamas, ils sont quand même intelligents, ils savent très bien que les hommes de Tzahal, les hommes de l'armée israélienne, eh bien, vont voir, ils vont repérer ces moyens, cet arsenal militaire et ces missiles donc antimissiles, ces drones qui sont donc stockés dans le sud du Liban. Et très clairement pour le Hezbollah, eh bien, c'est l'envie de faire passer un message à Israël, c'est de montrer que le Hezbollah a les moyens nécessaires pour se défendre en cas d'attaque de la part de l'armée israélienne. Merci beaucoup, Océane Nicole. On se retrouve la semaine prochaine, toujours du bureau de Paris. Et puis, on parlait du Hezbollah. Tzahal s'entraîne de manière intensive pour être prêt le moment venu. Maël Benoliel a suivi pour nous un exercice du corps des blindés sur le plateau du Hermon, dans le froid et la boue. Reportage. Des dizaines de blindés positionnés sur les hauteurs du Golan, où les températures frisent les 0 degrés, des conditions difficiles. Les soldats de la 188e brigade des blindés doivent pourtant faire avec lors de cet exercice hivernal grandeur nature. Le but, c'est d'être prêt pour la guerre. Tu connais le dicton « dur à l'entraînement, facile pendant le combat ». Je ne pense pas non plus que ce sera facile, parce que la guerre, c'est le merdier comme toute cette pluie et cette boue. Déjà 4 mois d'entraînement intensif pour le corps des blindés de Tzahal. Le but, être prêt à intervenir lors de la prochaine confrontation militaire avec le Hezbollah. Pour nous, le Hezbollah depuis le Liban constitue une menace importante. Donc on se prépare à la guerre avec ce front. Le 188e régiment des blindés est une force et une puissance de feu essentielle dans l'armée de terre, mais il y en a d'autres qui se préparent aussi en vue d'une telle confrontation. Ingénierie, artillerie et infanterie, toutes les divisions de Tzahal ou presque sont en effet représentées lors de cet exercice. Lors de cet entraînement, nous avons appris à nous coordonner avec les différentes forces en présence. Nous sommes désormais bien mieux préparés. En ce qui me concerne, cet entraînement me permet de prendre confiance. Tu vois tes soldats travailler ensemble, s'améliorer de plus en plus. C'est une bonne sensation. Je sais maintenant que nous savons faire ce qu'on attend de nous. Nous sommes prêts, mais nous allons continuer à nous préparer. La dernière confrontation militaire entre l'armée israélienne et le Hezbollah a eu lieu à l'été 2006. Pour Tzahal, il ne fait aucun doute que la prochaine guerre n'est qu'une question de temps aux frontières du Liban et de la Syrie. On parle également d'en défense de la crise en Ukraine, vue sous le prisme de la guerre des renseignements, ou comment les grandes puissances, Russie et États-Unis, se servent de l'Ukraine pour avancer leurs propres intérêts. Une sorte de relan de guerre froide, une guerre froide qui ne porte pas son nom. Vous êtes d'accord, colonel Girnov, ancien espion du KGB? En partie, oui. C'est une guerre froide, mais tout en sachant que cette guerre, elle est menée des deux côtés. Quand vous dites des deux côtés, ça veut dire que quand les renseignements américains disent être certains, preuve à l'appui, que la Russie va lancer une offensive, mais disent attention, Vladimir Poutine n'a pas pris sa décision. Vous avez été dans les services, vous savez comment on monte une opération de propagande. Est-ce que là aussi, c'est une action d'intox des renseignements américains ? Tout à fait. De toute façon, les deux parties mènent de l'intox jusqu'au moment. Parce que, si vous voulez, la guerre, il y a des règles de guerre, il y a des règles pour mener une guerre, et il ne suffit pas d'amasser 100 000 personnes, 100 000 personnels avec du matériel à une frontière d'un pays pour envahir ce pays. Donc, les troupes russes, pour le moment, ne sont pas, si vous voulez, employées en tant qu'une armée.
Donc, ils ne peuvent pas mener, pour le moment, les opérations d'armée. Donc, ce que les États-Unis et le camp occidental racontent par rapport à ça, c'est en partie aussi une guerre de propagande, une guerre psychologique pour mobiliser les opinions publiques dans le monde entier contre Poutine, qui quand même pourrait envahir l'Ukraine. Mais pour le moment, Poutine n'est pas prêt et l'Occident exagère cette menace de Poutine, ça c'est sûr. Alors, essayez de nous transposer là à l'intérieur, bien évidemment le KGB n'est plus, mais en tout cas essayez de nous transposer à l'intérieur de ce qui se passe des renseignements russes. Comment ça se passe? Comment on s'organise? Actuellement, les renseignements russes sont mobilisés, ça c'est évident. Il faut qu'on rappelle à vos auditeurs, vos spectateurs, que la Russie, c'est un pays qui possède plus de renseignements que l'Union soviétique. Donc, Poutine n'est pas un pacifiste du tout. Du temps où moi j'étais au KGB et moi j'étais dans le service de renseignement extérieur du KGB, on avait 2 fois moins de moyens et la Russie ne représente que la moitié de l'Union soviétique. Ça veut dire que Poutine possède quand même au niveau de renseignement 4 fois plus de moyens que ne possédait l'Union soviétique, qui était considérée par l'Occident comme un camp envahisseur agressif. Et le bloc de l'OTAN, il faut bien le rappeler quand même, historiquement, il a été créé pour contrer cette menace de l'Union soviétique. Ce n'est pas un bloc agressif et le bloc de l'OTAN n'a jamais mené une quelconque guerre réelle sur le terrain. Poutine, si. L'Union soviétique a envahi l'Afghanistan et la Russie a mené une guerre en Tchétchénie et a mené une guerre contre l'Ukraine et les forces russes se trouvent en Crimée, à l'est du Donbass, même si Poutine refuse de reconnaître ça. Mais ce sont les forces armées russes qui mènent cette guerre. Ce ne sont pas les séparatistes ukrainiens. Ça n'existe pas. C'est un fait c'est un mensonge russe. Alors, ça, il faut bien le rappeler. Colonel Girnov, comment, en termes de renseignement, on monte une guerre ou alors on cherche une désescalade? Comment, en quelque sorte, je vais reformuler ma question, comment on lance une campagne de désinformation? La campagne de désinformation, c'est que en fait, il faut faire comprendre à l'ennemi que vous avez autre chose que de l'envahir. Donc, vous menez une campagne pacifiste. Et vous utilisez pour ça les moyens du renseignement, ça veut dire vous utilisez vos agents, vous utilisez vos sources, vous recrutez les gens dans le camp adverse, c'est ce qui se passe. Poutine a les gens qui sont recrutés dans le camp adverse. Je vous rappelle quand même que Poutine a mis en place en Ukraine un président qui s'appelait, comment il s'appelait déjà, le précédent avant Poroshenko, qui était un agent d'influence de Poutine. Poutine est venu en Ukraine le présenter et quasiment le mettre en place dans un pays qui est souverain. Donc voilà, on mène tout ça, ça permet de mener des campagnes. Après, on mène aussi des opérations de la guerre hybride. Vous avez entendu parler des attaques, cyberattaques contre les sites gouvernementaux de l'Ukraine. Ça aussi, c'est certainement une opération hybride des forces spéciales de Poutine. Est-ce que, vous disiez d'ailleurs dans une précédente interview qu'il y avait un département antisioniste au sein du KGB à l'époque, est-ce que Israël aujourd'hui, sous forme d'arbitre, puisque Jérusalem a proposé éventuellement la médiation entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'Israël peut se retrouver au milieu de cette guerre de renseignement qui ne dit pas son nom ? Vous êtes toujours menacé. D'ailleurs, je vous rappelle, je vous confirme que l'Union soviétique considérait l'État d'Israël comme un ennemi et l'idéologie sioniste comme une idéologie ennemie par rapport au communisme. Ce n'est pas parce que la Russie a changé d'étiquette que ça a changé. Dans les services secrets russes actuellement, vous êtes considéré comme un ennemi. Ils ne vous disent pas. Donc, Poutine rencontre vos dirigeants, mène des pourparlers idéologiques, mais n'oubliez pas que Poutine a obtenu, pendant la guerre en Syrie, a obtenu 3 bases militaires qu'il n'avait pas, que l'Union soviétique n'avait pas. Donc vous avez les bases militaires russes à votre portée, à 300 km, à 400 km de votre pays, où sont déployés les bombardiers atomiques nucléaires. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Et donc, quand vous essayez de vous interposer dans ce conflit, c'est bien gentil et c'est une démarche diplomatique, mais pensez à vous d'abord.
Merci, en tout cas, de vos précisions. Merci de votre avertissement également. On aura bien compris une mise en alerte de votre part. Colonel Girnov, ancien espion du KGB, écrivain aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous pensiez avoir déjà tout vu? Eh bien, regardez ce reportage que j'ai filmé cette semaine avec Daniel Bock et Dean Barenboim. Une caméra au service de sécurité qui voit à travers les murs, y compris à plus de 100 mètres de distance. Reportage. Voir sans être vu, y compris à plus de 100 mètres de distance. Ce système de détection à longue portée est révolutionnaire, le seul au monde capable de voir entre les murs à cette distance. On peut l'utiliser à distance, d'un appartement à un autre, derrière un abri, à bord d'une voiture autonome, ou pas d'ailleurs, qui va se positionner jusqu'à 100 mètres, voire davantage, et ainsi pouvoir voir si dans la pièce ou la maison en question se trouvent des gens, combien sont-ils, s'ils sont en mouvement, et donc décider comment opérer. Prenons le cas de la présence de terroristes ou d'une personne kidnappée située dans un milieu urbain. Les forces de sécurité n'ont plus besoin de passer en revue toutes les maisons suspectes et de se mettre en danger. Elles peuvent concentrer leurs efforts sur un seul édifice. C'est comme si c'était un viseur longue distance. C'est un système d'observation, mais qui voit à travers les murs. Donc nous dirigeons ce viseur précisément vers l'endroit recherché. Il est calibré avec une antenne. Nous pouvons donc savoir exactement ce qui se passe via ce champ de vision dans cette pièce, à travers les murs. Derrière ces noms de code, XR 100, 400 et 800, se trouvent des systèmes capables de donner des renseignements en temps réel. Et surtout, voir ou plutôt ressentir ce qui se passe de l'autre côté du mur. On parle ici de détection à courte portée. C'est un outil tactique qui donne un avantage opérationnel exceptionnel, tant aux forces militaires, de police qu'aux secouristes. Nous pouvons savoir ce qui se passe de l'autre côté du mur, s'il y a des personnes, combien sont-elles, ce qu'elles font, le tout pour donner un outil opérationnel en temps réel aux forces de sécurité, juste avant leur entrée dans une pièce ou un bâtiment. Voire, à l'inverse, de ne pas lancer une opération, car les risques sont trop grands. Et prouesse technique, ce détecteur comprend à quelle distance du mur se trouvent les personnes, leur position par rapport au mur, et donc la manière dont les forces de sécurité peuvent opérer. La police fédérale mexicaine a vu, grâce à notre système, qu'il y avait plusieurs silhouettes, dont une statique. La police a estimé que celle-ci était la jeune fille kidnappée. Une autre silhouette qui lui tournait autour et dans une autre pièce, 3 autres personnes. Les policiers ont alors vu, grâce au système, que le garde a rejoint ses amis dans l'autre pièce. C'est à ce moment qu'ils ont décidé d'opérer et ainsi ont sauvé la vie de cette jeune fille. Le plus important ici, c'est la simplicité d'utilisation. On l'allume et il est opérationnel immédiatement. On peut le placer contre le mur et on saura ce qu'il se passe de l'autre côté. La simplicité est cruciale, surtout en opération lorsque le stress est l'une des composantes. Tous nos systèmes le sont. En une seule pression, et voilà, ça fonctionne et vous pouvez déjà opérer. Dernière nouveauté. Cette valise propose une gamme d'accessoires aux secouristes en cas de catastrophe naturelle. On retrouve à l'intérieur tous leurs appareils de détection à travers les murs. Ces appareils sont déjà opérationnels dans une 50aine de pays dans le monde. Déjà utilisés sur le terrain au cours de missions sensibles par des unités prestigieuses d'armée et de police, en Israël, en Angleterre ou aux États-Unis. Et mon dernier invité depuis Paris, Georges Salinas, bonjour, ancien commandant adjoint de la BRI, aujourd'hui directeur de la sécurité du président de la République et également écrivain. Vous signez aux éditions Louis de Mareuil Le Murmure des âmes perdues, deuxième volet après le Chat d'Oran, toujours aux éditions du Mareuil. Comment passe-t-on, allez, je vais être, pardonnez-moi de la trivialité, mais flic le matin, écrivain le soir? Il faut avoir déjà un petit peu de temps et il faut le trouver. Et quand on a des métiers comme ça qui sont aussi passionnants que ce que je fais, qui m'ont pris beaucoup de temps, qui empiètent énormément déjà sur mon temps personnel, il est clair qu'il faut vraiment trouver du temps. Mais l'écriture a toujours été une passion pour moi, une passion que j'avais déjà petit. J'écrivais même quand j'étais jeune des nouvelles
Et à la mort de mon père, en fait, j'ai eu envie d'écrire un peu ce qu'il avait vécu. Donc j'ai créé un premier livre qui était un roman, mais qui s'inspirait largement de ce qu'il avait vécu, lui, pendant la guerre d'Algérie. En tant que policier, c'était peut-être une vision un petit peu nouvelle aussi de cette vision du pied noir qui a vécu en Algérie pendant les événements. Et puis le deuxième, en fait, s'inscrit dans une espèce de saga familiale où là, c'est le témoin qui est passé à son fils et le fils qui est aussi dans la police et qui se rapproche un petit peu peut-être effectivement du parcours que j'ai moi-même vécu. Alors Georges Sabina, je cite le pitch. Le commissaire François de la Rocha, chef de la brigade de la répression du proxénétisme au 36 quai des Orfèvres, s'intéresse à une bien étrange affaire qui, sur fond de trafic humain, de drogue et de terrorisme, va le mener sur les traces de son père. Vous l'avez dit, le Shadowrun, son histoire familiale. On est d'accord, c'est une histoire quasiment autobiographique. C'est pas enfin quasiment, oui, bien sûr, je m'inspire de ce qu'a vécu mon père, je m'inspire de ce que j'ai vécu aussi, mais c'est quand même un roman, c'est quand même une création. On part sur des faits qui sont effectivement réels et après je brode une histoire. Tous les personnages, il y a énormément de personnages qui m'ont inspiré, mais qui peuvent être pour certains réels, mais c'est quand même une histoire, c'est quand même un roman. J'ai ressenti à travers vos lignes, vous parlez d'une relation très très forte avec, vous, le personnage, le commissaire de la Rocha a une relation très forte avec son épouse, qui l'appelle, qui prend ses appels alors qu'il est en pleine opération. Ça aussi, c'est un petit peu votre vie, c'est-à-dire ce degré d'adrénaline, mais en même temps de savoir qu'on a toujours la famille derrière. C'est important d'avoir sa famille derrière, c'est la source d'équilibre quand on est dans un métier comme ça, qui vous prend énormément. C'est un métier où moi, pour ma part, je me suis retrouvé sur des opérations hyper compliquées, en grand banditisme, mais aussi, bien évidemment, en terrorisme, puisque j'étais le chef de la BRI à ce moment-là, chef de la BRI adjoint quand il y a eu les attentats de 2015. Et c'est vrai que vous avez besoin d'avoir ce soutien familial qui vous ramène un peu sur terre, je dirais, et qui vous aide. Un policier, je pense que s'il n'a pas une famille en or qui le soutient, c'est pour lui très difficile. Ma femme, elle a beaucoup supporté. Et elle a supporté mes absences, elle a supporté aussi le danger sur Hypercacher. Quand on a donné l'assaut, on avait quand même des caméras qui filmaient en direct quasiment l'assaut. Et c'est pas quand même commun que d'être devant sa télé, de savoir qu'on a son mari ou son frère ou son fils qui est dans la colonne d'assaut sur une opération qui était extrêmement dangereuse. À propos d'ailleurs des deux opérations que vous avez menées, celle du Bataclan et celle du... Vous avez été l'un des premiers d'ailleurs à rentrer dans la salle des spectacles et ensuite de l'Hypercacher. Juste avant, on avait cité une nouveauté made in Israël, une caméra qui voit à travers les murs. Est-ce que ce type d'objet, par exemple, pourrait ou aurait pu vous aider à ce moment-là ? Bien sûr, on est toujours à la pointe de la technologie et on a d'ailleurs des groupes dans tous les services d'intervention, y compris dans le service où je suis actuellement, qui travaillent sur ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, et on est toujours à la pointe. Et il y a des salons qui sont mondialement connus comme Millipol, qui nous permettent d'aller voir aussi du matériel. On sait que le banditisme, comme le terrorisme, a de plus en plus évolue aussi dans sa technologie. Et nous, eh bien, on suit le rythme aussi. Et on essaie d'avoir le meilleur matériel possible pour pouvoir contrer tous ces gens-là. Alors de la BRI, vous êtes devenu le monsieur sécurité du président de la République. Ça se traduit comment, votre quotidien ? C'est un quotidien bien évidemment qui est prenant et qui, moi je m'occupe de la sécurité de la présidence, c'est-à-dire de l'ensemble des missions, puisqu'il faut savoir qu'il y a une première mission qui est aussi la protection de toutes les emprises où se trouve le président, c'est-à-dire l'Élysée et les autres emprises qui dépendent de l'Élysée. Donc il y a déjà un premier dispositif.
Et on a un deuxième dispositif qui est le dispositif qui s'occupe de tous les déplacements du président, sur lequel je suis plus particulièrement impliqué puisque je cumule la fonction de directeur et aussi chef du groupe de sécurité de la présidence de la République. Décidément impossible de se reposer, bien évidemment. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, oui. Et alors, justement, on sent que vous avez besoin, Georges Salinas, ça se ressent, ça s'écoute, ça s'entend, ce besoin d'adrénaline, ce besoin d'aller côtoyer le danger, quasiment, j'allais dire, la mort, une mort que vous n'écrivez pas, d'ailleurs, dans votre bouquin. On sent que vous l'évitez, vous la fuyez. Bien, c'est-à-dire que quand on est en danger, on se sent, on sait que quand on sort du danger, on se sent encore plus vivant qu'avant, et on apprend après à apprécier les joies les plus simples. Je crois que je recherche pas spécialement le danger. J'ai toujours aimé le travail de terrain. Donc c'est plutôt ça. Et le terrain m'amène à un moment ou à un autre à me retrouver dans des positions effectivement parfois compliquées, précaires, mais on ne fait pas n'importe quoi. On travaille, on fait un métier dangereux, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Et je peux vous assurer que pour toutes les opérations que j'ai menées, y compris les plus dangereuses, on essaie de travailler pour se mettre le plus en sécurité possible. On n'est pas des va-t-en-guerre. Et je ne suis pas un va-t-en-guerre, loin de là. Quand je peux avoir la tranquillité, je la recherche et j'essaie de l'avoir, et je ne vais pas aller me mettre en difficulté spécialement pour me faire plaisir. Ça, je peux vous assurer que, d'ailleurs, dans mon service, il n'y a tous les gens que j'ai côtoyés dans tous les services d'intervention, il y avait personne qui étaient des gens qui recherchaient spécialement l'adrénaline. L'adrénaline, vous l'avez malheureusement parce qu'elle vous tombe dessus sur un événement. Vous avez eu raison d'ailleurs de le préciser, et c'est exactement ce que je vous souhaite à un moment, le repos du guerrier justement, Georges Salinas, à un moment ou à un autre de votre carrière, bien évidemment, ancien commandant adjoint de la BRI, aujourd'hui directeur de la sécurité de la présidence et écrivain à nos âmes perdues, Shadowran, premier volet, à nos âmes perdues, deuxième volet peut-être sur vos enfants ou sur votre fin de carrière, le troisième volet, qui sait, un jour. Merci Georges Salinas. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Même heure, même plateau, à la semaine prochaine.